21h, tant mieux parce qu'on peut boire et manger entre-temps, mais maintenant c'est un peu difficile. Hein. D'accord. Exactement. OK, nous sommes live. Hein? Exact. D'accord, OK. Alors, généralement, on attend quelques secondes que le flux commence un peu partout dans les différentes plateformes et puis on commence. Voilà. Mais avant cela, je vais vous demander un peu de faire une sorte d'identification, de définition un peu de la CAS. Comme ça, les gens connaissent un peu mieux l'organisation. Et puis, on passe directement au débat. Hop là. Voilà. Ça commence bien, de mieux en mieux. Voilà. Bien. Alors, je pense qu'il est 15 heures. On va commencer, puis au fur et à mesure, les gens commencent à venir progressivement. Donc, mesdames et messieurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. À nouveau, en ce 4e débat, mardi géopolitique, organisé, comme vous savez, chaque semaine sur un sujet particulier qui intéresse l'avenir du monde, qui intéresse un peu ce qui se passe, ce qui se passera, et sortir avec des perspectives et des recommandations qui permettront, bien entendu, de voir un peu plus clair. Chaque débat, vous êtes assez nombreux à nous suivre. Je vous en remercie profondément pour votre soutien, pour votre intérêt aussi à ce concept qui était prévu en fait pour le mois de Ramadan et le mois de confinement, mais qui se prolongera avec le prolongement bien sûr établi par le gouvernement. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation assez particulière, puisque hier nous avons vécu tous ensemble le discours du chef du gouvernement marocain, qui a précisé ou a indiqué le prolongement du confinement établi au Maroc depuis le 20 mars pour 3 semaines, c'est-à-dire jusqu'au 10 juin 2020. Un prolongement qui s'inscrit dans un cadre particulier, dans un système particulier, mais qui ne déroge pas à la règle internationale, puisque la majeure partie du monde maintenant est confinée. Sauf peut-être pour un certain nombre de pays, dont notre pays aujourd'hui, qui est de discussion, qui est l'Allemagne, bien sûr, avec qui nous allons un peu discuter, voir un peu comment ça se passe là-bas. L'objet de ce débat n'est pas de faire une comparaison, je ne vais pas m'hasarder à faire ça, ni de faire une évaluation parce que c'est ni le temps, ni le moment, ni le lieu pour évaluer une politique qui est en cours. L'objet, c'est beaucoup plus je dirais, de préparer en quelque sorte une vision, d'aider un peu les responsables politiques à avoir une vision sur le déconfinement, comment ça se passe ailleurs et surtout dans les pays ayant déjà commencé leur déconfinement, notamment l'Allemagne. Pour faire ça, j'ai avec moi une personnalité internationale très importante qui a eu une expérience énorme en matière de réalisation des projets, en matière de diplomatie institutionnelle, qui a représenté un certain nombre d'organisations très importantes, que ce soit en Allemagne, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique subsaharienne. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous au Maroc Monsieur Stéphane Kruger, représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer au Maroc. Bonjour et je vous remercie pour l'acceptation de mon invitation. Bonjour, merci beaucoup. Monsieur Stéphane, tout d'abord, avant de commencer le débat, j'aimerais bien que vous nous donniez un peu un aperçu de la Fondation Konrad Adenauer, son identification, sa définition, ses axes et son objet de travail. D'accord, merci beaucoup. Merci pour l'opportunité et de discuter un peu sur l'Allemagne et aussi sur la Fondation Konrad Adenauer. Voilà, depuis janvier 2019, je suis le représentant résident de la Fondation ici au Maroc. Donc, c'est un programme national qui s'occupe des activités ici au Maroc. Et en fait, la Fondation Konrad Adenauer, basée dans le quartier Hassan à Rabat, et au Maroc depuis une vingtaine d'années. Donc, j'ai déjà beaucoup de prédécesseurs, mais aussi beaucoup d'experts qui sont travaillés avec la Fondation. En ce moment, nous travaillons surtout dans le domaine de la régionalisation avancée, donc la décentralisation en soutenant les communes, les chambres des conseillers,
et des experts sur l'avancement de la régionalisation ici au Maroc. Nous travaillons avec des organisations de la société civile pour une participation des jeunes, des femmes surtout dans la politique et d'autres groupes à travers des simulations politiques, des conseils, des études et surtout à travers de la formation physique, de formation ici au Maroc, mais aussi en Allemagne et voilà. Donc, un autre projet, un autre axe de notre programme s'appelle l'économie sociale du marché. Donc, c'est un programme initié dans les années 50 en Allemagne qui a évolué depuis dans plusieurs directions et surtout en coopération avec les universités, mais aussi avec les organisations des ressources humaines et des organisations des entreprises. Ici au Maroc, nous travaillons sur plusieurs modèles sur ce domaine. Et à part, il y a encore d'autres programmes, conférences scientifiques, des recherches, etc., de la formation sur la migration, la question de la sécurité dans la région, etc. Donc, nous soutenons l'échange et la contribution au débat politique. Nous avons aussi des financements de l'Union européenne où nous travaillons avec les partis politiques. C'est une approche multipartie pour soutenir des femmes qui sont en train d'entrer dans la politique, mais aussi des femmes experts qui sont déjà depuis quelques années dans la politique. Voilà un peu. Les fondations politiques, c'est un modèle particulier en Allemagne. Brièvement, je vais expliquer parce que ça pose beaucoup de questions. Donc, nous sommes une organisation internationale qui est 100% financée par l'État de l'Allemagne. Et nous sommes en fait nous sommes liés à une partie politique qui est représentée au Parlement, la partie de la CDU qui est au gouvernement, la partie de Angela Merkel au milieu de notre politique. Et voilà, donc c'est un peu aussi une particularité de l'Allemagne. Ici au Maroc, il y a au total 5 fondations politiques qui tous représentent une direction ou une philosophie politique différente. Mais voilà, donc nous sommes tous ici au Maroc pour le développement politique et pour le soutien de la participation de la population, etc. Voilà, brièvement. Oui, exactement. La CAS, c'est l'une des organisations internationales les plus représentées au Maroc et qui dispose d'un certain nombre de crédibilité et de projets très intéressants. J'espère que ça va encore continuer après cette situation. Donc, pour commencer un peu notre débat, vous avez, depuis quelque temps, depuis plus précisément mars 2020, le monde a connu, je dirais, une catastrophe sanitaire, une situation inédite, très, très difficile à gérer pour tous les pays du monde. La gestion de ce coronavirus ou de Covid-19, connu scientifiquement par le nom de Covid-19, a été différente d'un pays à un autre, d'une partie du monde à un autre, mais on peut les classer en 2 approches essentielles. Il y a cette approche, je dirais, du confinement ou du contrôle de la circulation de la population avant le confinement et l'approche de la vie normale et comment on dit généralement ça, je déteste utiliser ce terme, mais on dit ça, l'immunité du troupeau. La Suède, par exemple, a opté pour ça. Elle vit normalement, dans une situation tout à fait normale. Et on pose la question de l'efficacité de cette approche. Par contre, la majeure partie des pays du monde ont utilisé l'approche de contrôle et la limitation de la circulation, puis confinement. Sauf le Maroc, bien sûr, qui a adopté le confinement dès le départ, à l'apparition des premiers cas, avec l'action préventive, je dirais, qui a donné naissance à cette fermeture des frontières rapide, à ce confinement immédiat de la population au niveau national et décréter l'état d'urgence sanitaire. Ceci a permis, bien entendu, d'éviter le pire, d'éviter une catastrophe sanitaire très, très difficile.
et bien entendu de renforcer progressivement le système sanitaire du Royaume du Maroc. Avant de continuer un peu sur la question marocaine, j'aimerais bien savoir, Monsieur Stéphane, comment ça s'est passé en Allemagne dès le départ de l'épidémie. D'abord, je dois dire, comme tout le monde, je suis à la maison, ici à Rabat, donc dans le home office, et toutes mes informations viennent de l'Allemagne. Et en fait aussi, je ne suis pas un médecin, donc il faut aussi dire que ce sont des informations publiques que j'ai reçues. Mais bien sûr, on a fermé notre bureau. Nous sommes à la maison et on échange avec les collègues ici au Maroc, mais aussi dans la région et avec mes collègues en Allemagne, où tout le monde a travaillé de sa maison, etc. Donc, voilà. La politique, bien sûr, c'est une situation nouvelle. Personne n'a prévu ça. Je me souviens très bien. Dans le mois de mars, au début de mars, on a discuté et personne a vraiment comparé ou vu qu'est-ce qui se passe et où nous sommes aujourd'hui. Donc, bien sûr, la politique en Allemagne, la politique dans beaucoup de pays ont réagi tard. Donc, il y avait maintenant des accusations que c'était difficile. Mais vous avez bien mentionné vraiment la question principale, est-ce il y a les deux solutions, confinement ou immunisation de la majorité de la population. En Allemagne, si je me souviens bien, il y avait beaucoup de discussions sur ça, parce que si on voit le système politique, et si nous sommes dans une situation où l'état d'urgence de la santé a été établi, bien sûr, ça veut dire une diminution des libertés. Donc voilà, donc ce sont des questions que nous avons en Allemagne. Disons, les droits, par exemple, dans notre constitution, on a un droit à la manifestation. Donc, au contraire de toutes les règles et de toutes les procédures de la santé ou de la sanité d'éviter le corona. Voilà, donc, et jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est toujours une discussion en Allemagne. Donc, comme ça, c'était une discussion très difficile. Une particularité, je dois mettre d'abord. Donc, on a choisi, comme vous avez dit, le confinement, donc des procédures pour éviter des infections. Ça veut dire portement des masques, le social distancing, donc ça veut dire la distance sociale, etc. Fermeture des événements, des activités, etc. dans l'espace public. Immunisation, je pense que c'est trop difficile. Donc, si je prends le Maroc, j'ai à peu près 38 millions, 40 millions des habitants. Donc, si j'ai une immunisation effective, ça veut dire 60% doit passer la maladie corona. Ça veut dire 22-25 millions de personnes vont être infectées par corona. Donc, pour un système, et même en Allemagne, avec plus de 50 millions de personnes, impossible. C'est pas possible à faire. Comme j'ai dit dans les échanges, bien sûr, j'ai aussi des collègues en Suède où elle m'a dit qu'en fait, beaucoup de personnes respectent le social distancing. Donc, on voit les images du Suède, tout le monde a une vie normale, mais en fait, la majorité respecte les règles comme dans tous les autres pays pour éviter l'infection. Donc, voilà, donc je pense la Suède a aussi trouvé, ils ont aussi là où nous sommes avec un confinement. Mais
pas forcé. Donc, ça veut dire le gouvernement ne donne pas il faut ne pas payer des pénalités si vous ne portez pas des masques. En Allemagne, il y a les pénalités, etc. Une autre particularité en Allemagne, il faut savoir que notre système fédéral a, et je pense ça aussi au contraire de la France, le Maroc, etc., c'est le système fédéral. Donc, ça veut dire la séparation des pouvoirs entre les États et les régions en Allemagne. Donc, nous avons en fait 16 régions, les Länder, qui gèrent leur propre système de santé. Donc, ça veut dire la régularisation des anti-corona est réglée au niveau d'une région. Donc, ça veut dire il peut s'adapter. Donc, ça veut dire dans les régions qui sont plus rurales, bien sûr, les règlements sont moins que dans les régions où il y avait beaucoup de la population. Donc, ça a affecté. Donc, voilà, donc les règles sont différentes. Donc, ça c'est l'adaptation. C'est comme nous discutons ici sur la décentralisation, les trois principes. Donc, le principe de superposition, ça veut dire l'État fédéraux et l'État fédéral. Donc, l'État fédéré et l'État fédéral. Donc, un autre principe très important, c'est l'autonomie des États fédéraux. Ça veut dire un système de subsidiarité. Donc, l'État peut gérer des choses s'ils ont la capacité. Ils ont aussi les moyens pour ça. Donc, il faut dire qu'ils sont autonomes à gérer. Donc, et bien sûr, sur les politiques fédérales, donc ça veut dire au niveau national, il y a le système le principe de la participation. Donc, chaque région est représentée dans les décisions nationales. Voilà. Le système de santé est au niveau région. Donc, ça veut dire chaque land, État fédéral, a son propre système et les communes, ils ont les départements de santé. Donc, ça, vraiment, ça, c'est l'axe principal de notre système, la réponse contre la pandémie Corona. Donc, ça veut dire là, il y a des discussions qui sont faites. Là, il y a, c'est eux qui prennent le téléphone si quelqu'un est infecté, qui il a infecté, etc. Donc, là, ils ont toutes les informations. Et depuis, ce système est bien développé parce que voilà, ce sont les tâches principales. Donc, ils font les contrôles des restaurants, les contrôles sanitaires, etc. Donc, ils ont vraiment à la base et ils savent qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Voilà un peu le fédéralisme qui joue, je pense, un rôle très important dans la réponse de l'Allemagne. Bien sûr, mondialement, l'Allemagne est un des 5 pays les plus affectés pour le moment. Voilà, donc, il y avait les frontières étaient ouvertes. Maintenant, on doit dire trop lent, donc on n'a pas réglé les travaux internationaux. Bien sûr, beaucoup des Allemands sont partout dans le monde. On a vu ici au Maroc, je ne sais pas, plus de 20 000 Allemands qui ont pris les vols d'évacuation, etc. Donc, ce sont des aspects où l'Allemagne était très affectée par la pandémie. Voilà. Donc, exactement. Donc, Stéphane, vous avez bien abordé la question du fédéralisme et je vous en remercie parce que c'est la principale distinction, non seulement avec le Maroc, mais avec la majeure partie des pays du monde qui disposent, à part les États-Unis de Trump. Et ça, je le mentionne bien, les États-Unis de Trump, ça c'est autre chose. Donc, le fédéralisme a bien joué son rôle. Les régions ou les Länder ont une certaine autonomie de réaction, ce qui a permis, bien entendu, à avoir cette force de frappe contre cette pandémie au niveau sanitaire. D'autant plus que l'objet même du confinement ou toute réaction par rapport à une pandémie, c'est d'aplanir la courbe des contaminations. L'idée, c'est de laisser un peu la contamination se réduire pour alléger le système sanitaire. On a vu, moi j'ai vu un peu les chiffres de l'Allemagne, elle avait, avant la pandémie, on parlait de 28 000 lits avec technique respiratoire. En un espace de quelques jours après la pandémie, ça a augmenté à 40 000. La France, par exemple, n'a réussi à établir que 16 000.
Donc, est-ce que cette situation, je dirais, de la régionalisation sanitaire a bien aidé l'Allemagne ou il s'agit beaucoup plus d'une vision d'un pays qui est industrialisé et qui réussit à travers ses entreprises à reprendre le dessus sur la pandémie? Une question difficile, mais je vais essayer à répondre. Donc, peut-être une des raisons pourquoi on a beaucoup de lits dans les hôpitaux, pourquoi ça semble que le système de la santé est bien préparé à ça en Allemagne. Première chose est la population en Allemagne est en fait c'est vieille. Donc, on a les problèmes des maladies respiratoires, etc. On a déjà beaucoup de cas comme ça parce que la population est vieux. Hein? Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont à la... Donc, notre système de santé, est déjà mieux préparé en comparaison d'une population jeune qui ici au Maroc. Hein? Donc, à l'époque, il y avait aussi... ici au Maroc, tout le monde est jeune, hein, donc on n'a pas assez de problèmes comme ça. Donc, première chose. La deuxième chose est, bien sûr, comme vous avez dit, le système fédéral. C'est d'abord l'avantage d'adaptation. Donc, les régions régionales, les régions rurales et les régions urbaines on a besoin des réponses différentes. Mais aussi, c'est pas seulement l'adaptation, on peut dire aussi un peu la compétition. Donc, j'ai plusieurs régions qui essayaient de gérer les problèmes mieux que l'autre. Bon, on peut pas dire ça, c'est pas vraiment l'idée, mais c'est un peu la réalité. Donc, ça veut dire si, je sais pas, l'achat des masques sur le marché international, donc on a un peu la compétition sur ça en Allemagne à cause de ce système de fédéralisme. Nous avons aussi le financement de notre système de santé. Donc, il y a les assurances contre les maladies, les assurances, etc. Ils sont très hauts en Allemagne. Donc, l'État social coûte beaucoup. Donc, à peu près 50% des salaires sont payés pour l'assurance contre le chômage, assurance contre la maladie, accident de travail, etc. Donc, il y a un financement qui est là et une administration qui est très forte. Donc, ça veut dire au niveau national, régional et communal, vous trouvez vraiment des ordres, des professions, des ONG, des panels des experts, etc., qui trouvent des solutions, qui essaient de trouver des solutions avec beaucoup d'expertise. Troisième point, c'est aussi l'histoire. Hein. Donc, on a beaucoup des universités et des institutions de recherche qui ont vraiment une longue histoire depuis des années, même des centaines ou des 200 ans de recherche, etc. Donc, le virologue très connu, Robert Koch, etc. Donc, il y a des personnes et les institutions qui sont là, bien sûr. C'est aussi basé sur un système éducatif qui soutient cette histoire de recherche, d'échange, etc. sur la... mon frère, par exemple, il travaille dans le secteur de la pharmacie, etc. Donc là, il y a beaucoup d'expertise pour trouver des solutions, etc. Donc voilà un peu pourquoi l'Allemagne est mieux préparée, par exemple, au contraire, aux États-Unis. Vous avez un système de santé privé, donc tout est financé donc c'est réglé comme un marché. Hein, donc, système de santé privé, ça veut dire, les hôpitaux sont plus
le développement, les recherches, etc., c'est basé sur les problèmes cardiaques ou les problèmes cancer, etc. Donc là, où il y avait vraiment des problèmes. Mais un système de santé publique est mieux préparé parce qu'ils sont plus divers, parce que le marché ne règle pas vraiment des demandes. Donc, ça veut dire, la loi dit, OK, il faut être préparé contre la tuberculose. Hein. Il n'y a pas beaucoup de tuberculose, il n'y a plus de cours. Mais la loi a dit, donc, il faut être préparé. Le système santé publique. Le système privé n'a pas cet avantage parce qu'eux, ils cherchent où est l'argent. Donc, où je peux traiter la majorité avec un profit dans ce système. Exactement. Donc, le système américain, c'est toujours le top du capitalisme. Tout est commercialisé, tout est intégré dans le cadre du marché. Donc, pour bien comprendre un peu et faire un peu la synthèse pour les participants, dans l'interaction commence à influer énorme. Donc, l'idée maintenant du système allemand, c'est qu'il se base sur le système du fédéralisme qui repose sur l'existence de 16 Länder. Chaque Länder est autonome dans sa vision, dans l'établissement d'un champ particulier, d'une politique particulière de santé. Au Maroc, nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là. Nous sommes toujours au niveau de le renforcement de la décentralisation. Et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas faire la comparaison en fait, mais c'est juste pour un peu aborder cette question et l'approfondir davantage. La déclaration de la crise ou d'état d'urgence sanitaire. Au Maroc, dès sa déclaration, c'est effectué sur le niveau national. Donc, tous les rapports, donc toutes les envois officiels, les correspondances officielles du ministère, du chef du gouvernement, etc., on parle toujours de cette vision de l'ensemble du territoire national. Est-ce que cette notion, parce qu'au Maroc, cette notion est très importante. Lorsqu'on parle de l'ensemble du territoire national, c'est-à-dire qu'il existe un pouvoir centralisé qui décide sur l'ensemble du territoire. Et là, lorsqu'on parle du confinement à Rabat, c'est automatiquement à Casablanca, à Tanger, à Agadir, à Laayoune, etc. Donc, pas de différence de quelque nature que ce soit. En Allemagne, en vous écoutant parler, en suivant un peu l'actualité, je crois que ce système n'est pas assez solide au niveau central. C'est-à-dire que Merkel, par exemple, doit trouver une solution qui coïncide avec les 16. Est-ce que cela ne pose pas réellement un problème de trouver une vision précise, ou s'agit-il beaucoup plus d'une efficacité ou de concessions? Ça veut dire que Merkel, par exemple, maintenant la chancelière, doit impérativement faire des concessions pour créer cet équilibre. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce qu'il s'agit d'un équilibre ou véritablement d'un succès? Oui, donc ici, donc en Allemagne, bon d'abord, Angela Merkel, maintenant, elle a une très forte popularité en Allemagne parce qu'elle elle représente la stabilité, la confiance, etc. Dans la société allemande. Et aussi, vous voyez, son parti, mais aussi les partis du gouvernement ont reçu une haute popularité et des discussions qu'on avait avant sont maintenant surtout sur le corona et comment on peut le prévenir, éviter. Donc, Angela Merkel comme chancelière, donc ça veut dire chef du gouvernement, connaissent. Donc, d'abord, les institutions sont très fortes en Allemagne. Donc, ça veut dire tout est géré ou réglé par la Constitution, comme dans tous les pays. En fait, chez nous, ça s'appelle loi fondamentale. On n'a pas une Constitution, mais ça à cause de l'histoire. Mais donc, les responsabilités, qui fait quoi, est bien écrit. Donc, en fait, c'est vraiment le partage de pouvoir qui est bien installé. Et j'ai mentionné avant qu'un état d'urgence est au faveur, bien sûr, de la réduction des libertés. Et en Allemagne,
maintenant le rôle du Parlement de vraiment veiller le gouvernement, qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. La même chose est s'il y a sur le droit constitutionnel, c'est notre Cour suprême, notre Cour des droits constitutionnels qui veille sur la situation. Donc, bien sûr, il y a des personnes qui ont saisi le Cour constitutionnel pour, par exemple, la limitation des manifestations. Donc, c'est vraiment une liberté très, très fort et garanti dans la Constitution, mais maintenant c'est interdit. Je pense, vous pouvez voir à l'Internet les images des manifestations actuelles en Allemagne. Vous voyez un grand espace avec les carrés et chaque a son mètre carré et ne peut pas. Donc c'est un peu drôle, c'est qu'est-ce que vous pouvez le voir à l'Internet. Donc, mais retour à cette discussion. Donc, bien sûr, il y a une stratégie nationale qui qui est gérée par Angela Merkel comme le chef de gouvernement et aussi annoncée chaque jour par les conférences de presse. Je pense une chose qui a aussi donné la confiance à la population que Angela Merkel elle-même, elle a un PhD, un doctorat en physique. Donc, elle vient des côtés sciences pragmatiques ou des côtés scientifiques. Donc, ça veut dire elle a donné beaucoup de confiance parce qu'elle a aussi cité ou elle a parlé sur le public avec des experts, des virologues, des médecins, etc., qui ont donné les conseils. Donc, elle a vraiment fait une bonne politique de la confiance, comment présenter la politique. Bien sûr, il y avait beaucoup de conflits entre les länder, surtout eux qui ne sont pas proches à son parti. Donc, il y a des länder qui sont gérés par les partis des gauches ou des Verts, etc. Et comme ça, il y avait quelques conflits, mais comme c'est déjà, qui a quelle compétence, c'est déjà dans la Constitution. Donc, en fait, il n'y avait pas beaucoup d'espace à discuter des choses parce que chaque personne connaît sa compétence. Donc, c'est un peu, ça a évité un peu le travail. Bien sûr, il y avait des conflits. Est-ce que je peux voyager dans une autre région si je n'ai pas une carte de séjour, etc. Donc, voilà, il y avait des questions, mais je pense qu'on a bien réglé ça avec cette constitution qui est dedans. Exactement. Donc, vous avez bien précisé un peu la ténacité, je dirais, des fondements même de la politique allemande qui se traduit non seulement dans la gestion de la pandémie actuelle, mais un peu partout. Et j'ai eu l'occasion de le voir personnellement et concrètement. Donc, l'idée, c'est qu'un système bien établi et un fédéralisme bien ancré a permis à l'Allemagne de s'en sortir progressivement. Mais le point commun entre le Royaume du Maroc et la République fédérale d'Allemagne, c'est qu'ils ont opté pour la limitation de la circulation, pour un confinement, je dirais, strict, afin que la pandémie ne se développe pas, et donc alléger le système sanitaire, bien que l'Allemagne dispose, bien entendu, d'un système très, très développé. Là, et c'est le cœur même du débat aujourd'hui, puisque, comme je vous ai dit au départ, le chef du gouvernement marocain a décrété le prolongement du confinement 3 semaines supplémentaires. Donc, on est là comme ça jusqu'au 10 juin. Et c'est le temps que s'est donné le gouvernement pour préparer une stratégie du déconfinement. Et c'est là où notre débat devient plus intéressant, en fait. Parce que l'Allemagne a déjà expérimenté. Elle est l'un des pays, les premiers pays au monde peut-être, qui a commencé le déconfinement progressif depuis avril, je pense. Et donc, elle dispose déjà je dirais, de données, d'une expérience pratique sur la chose et qu'on aimerait bien partager en quelque sorte entre nous au niveau de ce débat. Comment l'Allemagne a décidé de prendre cette décision du déconfinement alors que le niveau
du R symbolique et le mythe du R0 était toujours de 1,5, 1,2, etc. Et que le niveau des cas augmentait de manière substantielle et qui a peut-être atteint 100 cas par jour, etc. Et puis, on décide le déconfinement. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans cette vision par rapport à nous, par exemple, où il y a 2, 3 cas, 20 cas, 25 cas, et puis on décide le prolongement. Donc, ja. Et en fait, je salue le Maroc hein, pour vraiment prendre des décisions concrètes et avec beaucoup de succès. Hein. Donc, nous sommes même pas à 7000 personnes infectées par le corona. Je pense le Maroc est internationalement très connecté. Hein. Il y a la population des Marocains qui habitent à l'étranger. Il y a beaucoup de touristes, comme j'ai mentionné avant, des Allemands, etc. Quelques sont toujours ici au Maroc, qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire à côté des frontières, etc. Donc, d'abord, je pense chaque pays a trouvé une solution et maintenant, en Allemagne, il y avait beaucoup de... d'abord, bien sûr, comme dans tous les pays, c'est bien médiatisé. Donc, ça veut dire, dans les médias, il y a beaucoup des rapports, etc., et des discussions. Et ça a aussi pris beaucoup de discussions en Allemagne. Je pense, première raison pour le déconfinement est bien sûr la situation économique en Allemagne. Les estimations ont dit cette année 2020, on a une perte de recettes fiscales de à peu près 100 milliards d'euros. Donc c'est beaucoup. C'est comme la crise de 2008-2009, la crise mondiale des finances. Même plus, on ne sait pas encore. Donc ça veut dire les Allemands, l'Allemagne va être très, très fortement touchée. Première chose, le domaine économique d'export. Après, les États-Unis ou le Japon, donc un des trois pays est toujours le meilleur dans le taux des exports. Donc, nous sommes très fortement connectés au marché international, global. Donc, ça va vraiment... nous donner beaucoup de problèmes en Allemagne. Mais une deuxième chose, ce sont beaucoup des entreprises, petites et moyennes entreprises. Il y a aussi beaucoup. Donc, dans les grandes villes, les start-up, les entreprises, les restaurants, les cafés, etc. Donc, ça veut dire, là, il y a beaucoup de pression de rouvrir les magasins, les restaurants, les cafés, les entreprises en général en Allemagne. Donc, comme j'ai dit, il y a beaucoup de discussions sur la manifestation, liberté de manifestation. Là, maintenant, et c'est bien médiatisé aussi en Allemagne, c'est une coalition c'est en fait très difficile à comprendre et même pour moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour le moment là-bas, mais il y a l'extrême gauche, l'extrême droite, les opposants contre les vaccinations. Donc, il y a un groupe qui font des manifestations maintenant en Allemagne qui sont très connus et c'est un groupe qui s'agrandit. Donc, par exemple, il y a un mouvement Pegida, je ne sais pas si vous avez, je m'écris ce nom parce que c'est trop compliqué, les Européennes patriotes contre l'islamisation de l'Occident. Donc, vraiment des groupes extrême droite. Survenus de nulle part. Oui, en fait. Et là, vous voyez beaucoup des manifestations contre les restrictions de déplacement et des interactions visant à réduire la propagation du coronavirus. Donc,
donc, de ces côtés, il y a beaucoup de pression. Donc, comme ça, et bien sûr, vous avez dit, hein, le taux d'infection de quelqu'un qui a le corona, combien de personnes il ou elle infecte. Mais ça a stabilisé. Donc, pour le moment, c'est mieux. La guérison est mieux. Je pense aussi les médecins sont plus, donc la capacité de détecter et de traiter le corona est beaucoup mieux que dans le mois de mars. Donc, je pense que ça aussi a amélioré. Et bien sûr, les tests sont là maintenant, les masques, c'est garanti qu'on peut acheter des masques et tous les médicaments, etc. contre les choses. Mais comme je dis, le marché international, l'exportation est très difficile et ja, donc, j'ai lu un article d'un pharmacien, donc une pharmacie en Allemagne, et la personne a dit, le responsable, à cause des chaînes de transport qui n'existent pas, dans sa pharmacie, il manque 400 médicaments. Donc, comme ça, surtout, je pense, de l'Asie, parce que là, il y a beaucoup des usines et des lieux de fabrication des produits pharmaceutiques. Mais vraiment, donc, ça maintenant, je pense, beaucoup de personnes souhaitent ou voudraient un peu la normalisation et je pense comme ça, nous faisons, le gouvernement de l'Allemagne a décidé des déconfinements. Peut-être deux choses que je pense vous avez aussi vu dans les journaux ou dans les zones à l'internet. Les Allemands aiment à voyager. Ils ont partout. Ils ont les touristes dans beaucoup de pays. Et ça a deux côtés. Donc d'abord, les Allemands qui aiment le soleil, qui aiment à voyager, etc., restent à la maison. Donc c'est déjà une chose. Et effectivement, il y a des discussions dans quelques pays de créer des zones où les Allemands peuvent faire des vacances, comme avec donc ils sont en train de négocier où ils peuvent voyager, n'a pas de risque d'être infecté et peut retourner en Allemagne. Donc il y a déjà vraiment entre les États et le ministère des Affaires étrangères en Allemagne des négociations comment on peut faire. Mais le tourisme a aussi un deuxième côté et ça veut dire le Maroc. Les touristes viennent ici pour dépenser de l'argent et les moyens. Donc, on a beaucoup des hôtels qui sont fermés, etc. Donc, je pense aussi les Allemands souhaitent voyager et voir comment ils peuvent le faire. Hein. La Turquie, l'Italie, ce sont les pays où beaucoup des Allemands sont voyagés. On va voir qu'est-ce qui se passe post-corona. Et je pense le symbolisme est aussi très important pour un peu améliorer la situation. Vous avez vu la reprise de la Bundesliga le week-end passé. Oui. Justement, j'allais justement le mentionner. Bah, d'abord, j'ai des amis de Tunisie qui mentionnent que l'Allemagne aime aussi la Tunisie. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Et en fait, je pense en Tunisie, le déconfinement a un peu commencé. J'ai parlé avec mon collègue à Tunis et il a dit il y a quelques magasins et organisations qui sont déjà ouverts. Donc, voilà. Exactement. La Tunisie a réussi à avoir peut-être 3-4 jours successifs avec un taux zéro. Donc, c'est déjà félicitations pour eux. J'espère que nous allons atteindre ce niveau ici au Maroc très rapidement. Le déconfinement aussi a des règles. Le déconfinement aussi a des conditions et des critères. C'est la raison pour laquelle le Maroc ne s'est pas vraiment précipité, je dirais, en levant le confinement le 20 mai. Donc, ces critères sont sanitaires, comme j'avais bien précisé, avec le dépistage massif, avec la structure sanitaire. Est-ce qu'elle peut atteindre ou accepter, je dirais, cette pression, ce choc épidémique? Vous avez bien parlé aussi des enjeux économiques, puisque l'Allemagne est un pays industrialisé et ancré un peu partout dans le monde. Donc, c'est important pour le pays, pour la structure économique en général, de refonctionner à nouveau.
Il y a aussi l'aspect touristique, et ça aussi, ce que nous partageons ensemble entre les Allemands et le Marocain, c'est-à-dire la vie, le voyage, le transport, le tourisme, etc. Donc, un certain nombre de conditions. Mais pour concrétiser cette politique de déconfinement, nous avons choisi beaucoup plus de rester, d'observer en quelque sorte quelques jours de plus ou quelques semaines de plus. L'Allemagne a choisi l'approche du déconfinement, bien sûr, avec la pression que vous avez bien citée, je vous en remercie. Mais ce déconfinement-là, sa concrétisation réelle sur le terrain. Ça aussi, je pense que la régionalisation, plutôt le fédéralisme en Allemagne, joue aussi un rôle. Je cite cela en pensant aussi à la stratégie de déconfinement que le Maroc veut instaurer par région, c'est-à-dire déconfiner des régions ou régions restées sous confinement ou retour au confinement pour des régions, pas d'autres. Là, on passe d'un système national, un confinement national, à un déconfinement régionalisé. L'Allemagne, tout s'effectue au niveau de la décentralisation, au niveau des régions. Même la réalisation du confinement a été différente d'un Länder à un autre. Est-ce que c'est vrai? Oui. Donc les services de santé au niveau communal décident quelles règles sont en place pour... Donc, c'est eux qui ont les chiffres. Hein, donc, il y a quelques communes qui ont plus de cas. Donc, là, ils ont vraiment la déconfinement est vraiment avancé. Ils font déjà, voilà, donc l'ouverture des magasins, etc. Donc, voilà. Donc, à cause de cette autonomie, des administrations autonomes, il peut décider à ce niveau, donc là où le problème est. D'accord. Vous avez perdu mon son? D'accord. Et je pense, ça c'est le point à mentionner qui est le plus important. Il a vraiment peur d'avoir une deuxième vague. Donc, et la deuxième vague qui est plus forte que peut-être la première vague. Et je pense ici au Maroc, mais aussi dans les autres pays, en Chine, on le voit en Chine, le problème est vraiment que nous avons peur de la deuxième vague. Donc, et comme ça, je pense tous les systèmes sont toujours en alerte. Donc, il faut vraiment voir et la situation. Et je pense aussi, au Maroc, il faut voir qu'est-ce qui se passe si on fait donc, déconfinement réglé. Qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Exactement, vous avez complètement raison et surtout que vous avez déjà invoqué un point très important qui revient dans les discussions des participants, c'est la question de la confiance du citoyen en son administration et notamment à la personne d'Angela Merkel. Madame Iman Sbahi, que je salue très fort, a bien précisé cela en vous disant que l'un des éléments les plus importants qui ont aidé l'Allemagne à réussir à gérer cette crise, c'est la confiance des citoyens en son structure gouvernementale, bien sûr au niveau communal, au niveau des Länder, mais aussi au niveau national des communes. Donc, je pense aussi que ce point très important, avec l'existence de cette confiance entre le citoyen et ses institutions, je pense qu'il peut accepter assez rapidement et assez facilement les décisions qui viennent, même s'ils sont impopulaires en quelque sorte. Chose qu'aujourd'hui, au Maroc, on l'accepte, certes, mais on commence à l'accepter difficilement. Vous vivez au Maroc et vous le savez très bien. Selon le rapport du HCP, le Haut Commissariat au Plan d'avant-hier ou il y a 2 jours, 73% de la population marocaine ou des familles marocaines ont respecté le confinement. 73%. Les autres, ça dépend. Il y a certaines personnes qui n'ont même pas respecté. Donc là, on voit très bien que même non seulement au niveau politique, non seulement au niveau institutionnel, mais aussi au niveau culturel, et se pose problème entre chaque modèle et chaque approche. Et je pense que dans ce sens-là aussi, l'Allemagne a donné l'exemple au monde entier du fait que la confiance entre le peuple et l'institution peut évidemment apporter des réponses très positives. Donc, ça sur ce point-là. Deuxième point essentiel, au niveau du déconfinement, c'est le retour un peu à la normale. Le retour à l'école, la Bundesliga que vous avez bien mentionné, avec bien sûr des règles strictes, etc., n'empêche pas tout autant que ce déconfinement échoue. Non, on peut avoir le meilleur système du monde, on peut avoir le meilleur analyse politique, on peut avoir les meilleurs virologues, mais
Toujours est-il qu'il y a un risque que ce déconfinement échoue. Et là, dans 2 Länder en Allemagne, là, je dis ça pour faire un peu le justifier en quelque sorte le comportement du gouvernement de ce dernier temps. Parce que renoncer à lever le confinement le 20 mai pour prolonger le déconfinement 3 semaines supplémentaires veut dire que le gouvernement veut faire vraiment une politique, je dirais, précise de déconfinement qui soit efficace, aussi efficace que le confinement. Et cela a été bien lu lorsque le chef du gouvernement a dit que le confinement est plus facile que le déconfinement. Donc, je vois très bien que le gouvernement marocain essaie de gagner du temps pour établir une bonne stratégie en matière du déconfinement. Là, l'Allemagne a donné, comme j'ai dit l'exemple, a fait le déconfinement, mais là, on analyse en quelque sorte, on observe en quelque sorte des indications et des signes d'un retour vers le confinement. Il y a 2 ou 3 Länder qui commencent déjà à y penser, le Nord-Est-Westphalie ou quelque chose comme ça. Donc, ils ont déjà dépassé le seuil que le gouvernement avait établi, c'est-à-dire 50 infections par 100 000 habitants sur 7 jours successifs. Est-ce qu'un retour au confinement est prévu et dans quel sens? Est-ce que c'est par région ou c'est aussi national ou il y a vraiment un débat là-dessus en Allemagne? Maintenant, je pense, bon, d'abord, c'est régional. Donc, il y a, si on fait le confinement à cause d'un taux plus élevé, c'est au niveau régional ou au niveau des districts, les Kreis, donc ça veut dire quartier ou des systèmes, des niveaux administratifs au niveau des communes, districts. Tout le monde, au contraire des autres crises, SARS et des autres problèmes, nous avons ces 2 semaines des périodes où on ne voit pas les symptômes. Donc, ça, je pense, le plus dangereux dans toute cette crise. Il y a ça qui est une période très difficile et on peut faire... en fait, au début, on a dit confinement, immunisation, mais en fait, il y a un troisième et c'est de tester toutes les personnes. Hein, et comme ça, on évite les 2 semaines des périodes de quarantaine ou des périodes d'infection. Mais c'est pas possible, hein, c'est trop. Hein, donc, on attend la vaccination, on attend les tests, etc. Mais il faut. Donc maintenant, je pense, comme j'ai dit, donc les systèmes de réponse, ils se développé. Donc, ils sont beaucoup mieux qu'au début en masse. Donc, maintenant, il y a plus de tests. Il y a beaucoup de tests, etc. Donc, et ça donne, comme je vois dans les commentaires aussi, ça donne une confiance au gouvernement et tout le monde sait, OK, ce qu'ils font, c'est important et c'est justifié avec les experts, etc., qui sont derrière ces décisions. Donc, je pense, maintenant, c'est une mentalité plus... il faut parler avec le gouvernement. Donc, par exemple, il y a des propriétaires des restaurants maintenant qui discutent et qui voudraient rouvrir le restaurant, bien sûr. Il y a les moyens à discuter, mais il faut accepter aussi les décisions des experts. Donc, et je ne veux pas mentionner la minorité qui disent Corona, ça n'existe pas et c'est juste une invention de quelqu'un, de Bill Gates ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent. Mais et comme ça, je pense pas, le discours est basé sur les faits et comme ça, je pense la stratégie maintenant des déconfinement et confinement est bien acceptée. Et je pense là, il n'y a pas de problème. Mais une chose peut-être aussi à ajouter, ce sont j'ai vu ça beaucoup dans les séminaires, des webinaires, etc., des visioconférences, sont aussi comment la société, la mentalité d'une population est affectée par ça et comment ça va changer. Donc, bien sûr,
en Allemagne, il y a aussi la discussion comment la situation sera après le corona. Donc, disons, on a la vaccination, etc. Naja, et beaucoup de choses sont dans une autre... avant, on a parlé beaucoup sur la question du climat, des réductions des vols internationaux. Il y avait la discussion pourquoi tout le monde prend l'avion pour aller à New York, pour Nouvelle New York, pour le shopping, etc. Donc, maintenant, la société post-corona peut être en faveur de la demande de réduire les vols internationaux, des améliorations de l'environnement, de la pollution, etc. Donc, c'est un peu... je ne sais pas, il y avait les Dolph, ils ont en Italie, Venise, la ville, maintenant l'eau est beaucoup améliorée. Donc, ce sont des choses, des aspects positifs. Et je pense beaucoup de personnes en Allemagne aussi souhaitent une société plus localisée. Donc, ça veut dire ne pas avec une amélioration de l'environnement, etc. Donc, je pense maintenant, c'est aussi un potentiel de penser comment la société sera post-corona, comment notre vie sera changée. Exactement. Vous avez complètement raison. Il y a Madame la vice-présidente de la commune de Martil, là où on travaille régulièrement, elle, Madame Tissar, qui vous salue, et parle un peu, revient sur la question de la confiance. Vous avez bien précisé que sans confiance, rien ne peut s'effectuer. Et là, justement, je reviens sur cette question de confiance pour aborder l'avenir, comme vous avez bien cité, l'avenir du monde post-Covid-19. Et comme l'a bien aussi précisé quelqu'un dans le commentaire, que chaque pays se croit comme ayant adopté la meilleure approche. Et donc, les médias de chaque pays, etc., essaient de jouer un peu la diplomatie du corona. C'est-à-dire que, voilà, à travers corona, notre pays a réussi à faire ça, sauf l'Allemagne où on ne voit pas réellement, je dirais, elle travaille de manière assez humble et assez dynamique. Et là, je me pose la question de cette confiance. Et est-ce qu'en Allemagne, et là, c'est une question que peut-être que je vous pose de manière assez vague, je pose à tout le monde, est-ce qu'on peut dire que l'Allemagne nous cache une bonne surprise en essayant de fonctionner davantage et cette confiance qu'elle a au déconfinement, etc., c'est parce qu'elle a confiance en son système, je dirais, de recherche sanitaire pour trouver un vaccin au corona. Est-ce qu'on peut dire que l'Allemagne est l'un des pays qui permettra au monde de se relever de ça? Vous avez invoqué que vous avez un frère qui travaille dans ce système-là. Est-ce que vous avez dit des informations là-dessus? Malheureusement, il travaille dans un autre domaine. Bien sûr, il y a des institutions de recherche partout dans le monde qui sont... en fait, je pense il faut mieux... une des choses que je ne comprends pas très bien dans cette crise est vraiment pourquoi les efforts ne sont pas mieux discuter. Hein. Donc, je pense, bien sûr, on a appris un peu de la Chine, comment ils ont réglé, mais malheureusement aussi un peu en retard. Donc, comme ça, on a la discussion des WHO et Trump et la Chine, etc., qui sont dans la politique, je pense aussi. Mais il faut être confiant qu'en Allemagne, il y a vraiment beaucoup des institutions qui travaillent sur le Covid, sur la vaccination, en échange avec des organisations. Il y avait brièvement cette discussion d'une entreprise qui est basée, entreprise en allemand qui est basée aux États-Unis, qui a dit on va faire la vaccination bientôt pour le marché américain. Voilà. Mais en fait, il y a beaucoup, mais il ne faut pas oublier que SARS existe depuis. Hein. Donc, on avait beaucoup de cas de SARS et COVID et des cas de COVID aussi. Donc, ce n'est pas depuis mars, les experts travaillent sur ça. Ils travaillent depuis des années sur une vaccination contre le SARS. Et
Et si je le comprends bien, c'est vraiment difficile parce que le virus se change tout le temps et comme ça, c'est un peu difficile. J'ai lu, il y a quelques approches qui sont, je pense, intéressantes et qui vont peut-être réussir, mais comme tout le monde dit, ça prend plus d'une année d'avoir de créer ou d'avoir accepté une vaccination qui est utilisée avec les humains. Donc, je pense malheureusement, ça va prendre un peu, je pense pas encore des secrets de l'Allemagne, mais vraiment, j'espère, n'importe quelle nation va créer la première vaccination et on peut le donner à tout le monde pour terminer ça. Exactement. J'ai une question aussi de la part. Maintenant, je suis dans la session questions-réponses. Question de M. Abslam Damoun, que vous connaissez très bien. Ah oui. Oui, il vous salue et il vous dit, selon vous, bien sûr, selon votre expérience d'expert international et représentant d'une fondation internationale, comment peut-on travailler en tant que société civile en période de corona et post-corona? C'est-à-dire, l'expérience, est-ce que la société allemande est très active en ce moment-là? Où elle est comme notre société civile un peu en attente. Donc, comment ça s'effectue? Est-ce qu'il y a une relation entre la société civile allemande et le gouvernement et les Länder dans la gestion de la crise et des citoyens en général? Ou s'agit-il simplement de réactions stand-by en attendant des jours meilleurs? Ja, vous savez, merci Monsieur Damoun pour cette question. Et je pense que c'est aussi très pertinent. Donc, j'ai mentionné notre Parlement dans notre système de l'État. Maintenant, le Parlement, c'est eux qui contrôlent toutes les actions du gouvernement. Donc, ça c'est leur tâche principale et surtout des partis de l'opposition. Donc, ils ont beaucoup de droits et des devoirs à faire. Et pour le moment, c'est un peu ça c'est dans la réalité politique en Allemagne. La société civile, j'ai déjà mentionné les cas extrêmes, donc ça veut dire les manifestations comment ça s'appelle, les théories des complots. Non, comment ça s'appelle, les théories de supersystem, non, c'est eux qui portent les têtes en aluminium. Illuminati. Oui, donc ça veut dire eux qui pensent, c'est Bill Gates qui voudrait vacciner tout le monde et qui distribue les théories de conspiration. Donc, voilà, donc bien sûr, ça c'est les cas extrêmes et ça existe. Mais je pense dans les autres, il y a beaucoup de demandes. Comment soutenir le système de santé? Ils ont besoin de beaucoup de volontaires pour aider la population âgée, comment régler la vie. Parce qu'ils ne peuvent pas quitter la maison parce qu'ils ont une population de risque, etc. Donc, et là, il y a un très fort mouvement de mobilisation, comment aider les personnes. Comme aussi les écoles sont, quelques sont ouvertes, mais la majorité est fermée. Donc, il y a beaucoup des initiatives pour l'éducation des enfants, l'éducation à l'Internet, etc. Beaucoup de mouvements qui aident cet processus. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la société civile en Allemagne qui font ce qu'ils peuvent. Avec les restrictions, bien sûr, d'abord, il faut gérer la vie normale, il faut soutenir la famille, etc. Donc, c'est aussi une situation difficile pour beaucoup de monde. Mais il y a quelques idées ce que la société civile fait en Allemagne. Exactement. Donc, là, on a dépassé un peu l'heure du débat. Ça a été très vite. On n'a pas vraiment senti le temps avec vous. Votre interaction est très intéressante. Tout le monde vraiment est très réagit de manière assez rapide. Une dernière question, Stéphane, avant de finaliser le débat. En tant
qu'expert international, en tant que, je dirais, de personnalité, vous avez parcouru un peu le monde, vous avez beaucoup de culture, vous avez vécu beaucoup de situations un peu partout dans le monde. Et là, dans cette situation précise du Covid-19, nous nous retrouvons devant, comme vous avez bien dit, chaque État est pour soi, c'est-à-dire devant le regain du souverainisme. Chaque État impose maintenant sa souveraineté par rapport à d'autres. Et donc, il n'y a pas cette vision commune. Par contre, là, on est dans la 3 semaines du confinement maintenant, du déconfinement au Maroc. Nous sommes en train de penser à un scénario efficace. Nous sommes en train de regarder les expériences internationales. À votre avis, Stéphane, et là c'est ma dernière intervention, ma dernière question, à votre avis, qu'est-ce que vous pouvez conseiller en quelque sorte aussi bien les responsables marocains que les citoyens au Maroc en matière de préparation d'un déconfinement? Bon, en fait, dans cette question, je suis avec vous, hein, parce que je suis maintenant ici à Rabat. Mais avec l'échange de mes amis et de ma famille en Allemagne. Donc, il faut être très prudent. Il faut être très prudent, je pense. La deuxième vague, c'est pas quelque chose que nous pouvons ignorer. Et avec la quarantaine et les 15 jours, je pense pas ça va terminer bientôt. Je pense, et c'est que beaucoup de personnes font, même si le déconfinement a été annoncé et quelques règles sont enlevées, des personnes respectent toujours qu'est-ce qui se passe. Donc, ça veut dire, on voit toujours les masques. Donc, c'est pas obligatoire, mais les personnes le portent parce qu'ils c'est comme vous prenez un casque et roulez votre moto et après, vous avez toujours besoin d'un casque. Donc, parce que après, si vous ne l'utilisez plus, c'est un peu l'insécurité. Et je pense les masques, les gants et tous les produits que nous sommes en train d'utiliser, ça va continuer. Ça va pas arrêter parce que nous maintenant sommes dans une autre période comme ça. Donc, je pense être prudent et toujours respecter aussi les règles principales de hygiène et des règles sanitaires sont toujours importantes. Et ce que je vois aussi, et même en Suède, comme je dis avant, malgré un déconfinement général en Suède, les personnes respectent toujours les règles de sanité, de hygiène, etc. Donc, je pense c'est important. Et en fait, c'est beaucoup. Je pense ça va. Je sais pas. Depuis que je suis au Maroc, c'est un pays très comment je dis. Donc, c'est un pays où on embrasse. Hein. Donc, c'est avec des contacts personnels. C'est important d'être dans un café, prendre un thé ensemble, etc. Donc, malheureusement, j'espère il y a des solutions où on peut continuer à faire ça, mais aussi en même temps éviter des maladies, des crises sanitaires, etc., qui existent dans le monde. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Stéphane. J'espère que nous aurons l'occasion de se revoir très très bientôt et reprendre un peu tout ce qu'on fait de manière professionnelle et amicale. Je vous remercie, Monsieur Stéphane, pour votre participation qui était très bénéfique, très intéressante. Vous avez abordé un certain nombre de questions. Vous avez jonglé entre ce qui est politique, ce qui est culturel, ce qui est social, ce qui est sanitaire, même si je sais très bien que vous n'êtes pas vraiment un expert, ni moi d'ailleurs, dans le domaine sanitaire, mais vous avez bien donné des réponses très, très intéressantes que tout le monde a appréciées, moi le premier. Donc, ce fut un très grand plaisir de faire ce mardi géopolitique avec vous, ce 4e débat. J'espère que nous aurons l'occasion de discuter davantage de cette question une fois que le déconfinement sera fait de manière physique et présente lors d'une conférence, etc. Et je vous souhaite une très bonne continuation dans vos activités. Je vous remercie, Monsieur Stéphane, et à très bientôt. Merci pour cette initiative. Merci beaucoup. Voilà, donc c'était Stéphane Kruger, représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer au Maroc. Il a bien précisé beaucoup de choses. Il a parlé du modèle allemand de manière générale au niveau
confinement, déconfinement, retour au confinement progressif, la décentralisation qui joue un rôle très important en la matière, que nous devons nous aussi commencer à appliquer au niveau de cet état d'urgence sanitaire, puisqu'il s'agit véritablement d'un enjeu majeur. On ne peut pas confiner, rester ou en appliquant une politique nationale dans des régions qui diffèrent les unes les autres. Donc là aussi, il y a matière à faire, il y a matière à penser. Et les regards croisés entre le Maroc et l'Allemagne, on voit très bien que chacun a adopté sa propre stratégie, mais que notre politique jusqu'à présent donne de très bons résultats. Il faut continuer là-dessus et essayer de préparer notre déconfinement à notre façon, au modèle marocain, mais de manière sûre et précise. Voilà, mesdames et messieurs, donc c'était le quatrième débat du mardi géopolitique. Rendez-vous très prochainement pour le vendredi jeunesse, ou même bien avant, avec une édition très spéciale que je laisserai surprise. Voilà, donc merci beaucoup. Ramadan Mubarak Saïd et bonne fin de journée. À vendredi. Merci.